Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, audio un peu plus apaisé. L'autre fois, c'était un petit peu dans le feu de l'action. Désolé. Bon, enfin, ça fait du changement, hein. Parfois on est calme, parfois on est. C'est ça être authentique, c'est ne pas trop jouer des jeux, des pièces de théâtre, et de, et de s'exprimer dans son humeur du moment. Bon, aujourd'hui, je voudrais en fait vous parler d'un sujet général de société, de nouveau qui peut vous aider à peut-être mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est important parce que dans la vie, quand on ne comprend pas, on souffre. Et nous sommes nombreux à ne pas comprendre certaines choses, c'est normal. Alors, on a tendance à penser que quand on parle de gens, je ne sais pas quel mot utiliser, mais bon, que quand on parle de gens qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux, on croit toujours que c'est quelque chose d'extravagant. Des fous, des gens avec des couteaux dans la rue, des gens qui hurlent, des gens qui cassent tout, des gens avec des tics et des tocs, ou demi-autistes, etc. C'est un peu ça qu'on s'imagine dans son inconscient. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre société moderne, qui est de plus en plus décalée avec notre nature intime, originelle, notre fitra, elle produit énormément de gens avec des problèmes mentaux. C'est logique, c'est-à-dire que un être s'épanouit et équilibré quand, on va dire, toutes les choses s'alignent. Sa vie, sa situation, ses sentiments, sa biologie, ses relations sociales, etc., etc. À partir du moment où il y a des distorsions, eh bien, il y a des conséquences. Et la conséquence, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et de nouveau, je le précise parce que je sais que je connais les critiques. Hein. On va dire, oui, mais et toi? Oui, ben, moi, je suis dans le monde d'aujourd'hui, donc moi aussi. Moi aussi, j'ai des distorsions. Et je vais en parler d'ailleurs, parce que comme ça, on ne va pas toujours penser que je suis dans le jugement. Moi, je m'inclus dans la plupart des choses que je dis dans les audios d'ailleurs, de toute façon. Je ne suis pas un extraterrestre ou quelqu'un qui ne suit pas dans la vie réelle comme vous. Alors les distorsions, ça produit des effets, des conséquences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez toutes sortes de gens, peut-être des proches, je ne sais pas, ou vous-même, où vous ne comprenez pas en fait exactement qu'est-ce que ça signifie. Je prends quelques exemples, mais qui me viennent à l'esprit, parce qu'il y en a énormément. Je ne peux pas faire la liste, hein, mais vous pouvez vraiment vous imaginer. Euh, bah, un exemple, bon, comme ça. De nos jours, c'est plus ou moins à la mode et banalisé le fait de faire des tatouages. On voit de plus en plus de gens qui ont des tatouages. Moi, je vois ça un peu partout, hein, sur Facebook. Bon, évidemment, beaucoup moins chez les musulmans, enfin pratiquants en tout cas. Mais dans la société d'aujourd'hui, c'est devenu très banal. Les sportifs, qui met une croix sur son cœur, qui écrit le nom de ses enfants, qui met des versets de la Bible. Je vois de tout, moi, hein, des tatouages de Jésus, de têtes de mort, de Joker, de personnages de l'Antiquité grecque, des paysages, des animaux, enfin bref. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un tatouage, c'est pas quelque chose qui est bon marché. Un beau tatouage, moyennement grand, c'est des sommes de 4, 5, 600 euros. C'est pas des trucs 20 euros pour rigoler, puis on efface quand on en a marre. Non, non, c'est tatouage, voilà. Puis après, pour enlever, si on veut enlever, c'est des trucs encore plus chers, au laser, où on brûle la peau, enfin bref. Euh, alors ça peut sembler anodin. Ouais, c'est la mode, oui, alors, faut pas, faut pas exagérer, bon.
Mais il faut bien se dire une chose, quand on fait cette démarche de vouloir inscrire quelque chose sur sa peau, avec une encre indélébile, et que finalement, bon, ça a quand même des conséquences. Je veux dire, quand vous portez des vêtements à manches courtes ou votre torse découvert, etc., ben, les gens le voient. Ça veut dire que dans le monde du travail, par exemple, ben, ça a des conséquences. Des employeurs qui n'aiment pas ça, ou vous pouvez avoir un message, je sais pas, qui peut être mal interprété par des gens, ou qui peuvent laisser penser que, enfin bref. Tout ça pour dire que c'est pas un acte anodin. C'est pas quelque chose comme ça, comme on dit, je mets un autocollant sur mon frigo. C'est pas la même chose. C'est quelque chose qu'on porte sur soi, qu'on exhibe et qui signifie quelque chose. Et ça veut dire que derrière ça, qui semble être quelque chose d'anodin, il y a un processus mental. Il y a un processus mental qui est qui peut avoir plusieurs explications. Je me sens mal dans ma peau, je veux me convaincre que j'aime telle personne et qu'elle ne me quittera jamais. Alors j'ai inscrit son nom sur mon bras. J'ai un attachement pathologique à mes enfants. Alors j'ai inscrit tous leurs noms. C'est-à-dire qu'il y a derrière ça une forme de névrose. Vous savez, névrose, de nouveau, les gens ne comprennent pas les mots. Névrose, je crois que ça veut dire nerveux, fou. Non, des névroses, il y a des névroses petites, moyennes, grandes. Les névroses, c'est des sortes de phobies, des complexes, des paranoïas. Il y a tout ça dans la névrose. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, le mot c'est qu'ils sont névrotiques. Névrotiques. Ils ont des névroses. Les névroses, pourquoi? Pour ce que j'ai dit au début de l'audio. Des distorsions. Des distorsions. Il faut comprendre l'origine de ces distorsions. On est passé, bon, ça dépend des pays, mais on va simplifier. Hein. On est passé j'essaie de réfléchir pour pas dire de bêtises, mais en moins d'un siècle, je dirais en 70 ans, 60 ans. Ben bon, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est peu, vous comprenez? Donc on est passé en 60-70 ans d'un monde A à un monde B très différent. Très très différent, économiquement, socialement, technologiquement, à tous les niveaux. Et notre physique, notre biologie, elle, n'a pas suivi. C'est-à-dire que oui, avant, ou dans les pays pauvres, un homme, il se mariait à 15, 16, 17 ans avec une fille de 12, 13, 14. Et aujourd'hui, quand quelqu'un parle de se marier à 21, 22 ans, on dit « Ouh là là, t'es jeune, t'as bien réfléchi, pense à tes études. » Donc vous voyez, il y a un jump de 10 ans, et que ce qui était normal 10 ans plus jeune avant, aujourd'hui est vu comme un peu trop tôt, avec 10 ans de plus. Mais notre biologie, elle est toujours la même. Les gens ont leur puberté plus ou moins au même âge qu'avant, etc., etc. Les besoins, les envies, les fantasmes. Donc ça crée des distorsions. Surtout quand en plus on a des interdits. Alors regardez le vice, parce que c'est ça qui est terrible. Moi des fois je saute sur ma chaise, ouais, parce que je voudrais réagir, je peux pas. Les gens qui sont contre les religions, qu'est-ce qu'ils disent? La religion, ça crée des gens mentalement instables, ça crée des gens vicieux, ça crée des gens avec des complexes, parce que tu peux pas vivre comme tout le monde, tu as des interdits, donc tu as des manques, tu as des restrictions qui peuvent te rendre nerveux, instable, etc. Les religions, ça produit ça. Mais en fait, c'est pas la religion qui produit ça. La religion, justement, elle a tout un mode de fonctionnement, d'où le fait que c'est important de comprendre que c'est un tout, c'est un mode de vie. Ce qui produit ça, c'est la société moderne qui a développé des comportements qui ne sont plus en phase avec notre nature intime. Le problème, il vient de là. C'est-à-dire que on va te dire, pour être épanoui, il faut multiplier les rencontres, il faut multiplier les partenaires, les petits copains, les petites copines, comme ils disent.
Et puis le jour où tu tombes sur le bon, tu te fixes. Enfin, c'est même pire que ça. Maintenant, tu tombes sur le bon, tu t'installes avec lui, tu as 1, 2, 3 enfants, et puis on va parler du mariage. Maintenant, il y a souvent des gens qui se marient, ils ont déjà des enfants. Elle dit oui, on va se marier pour les enfants, comme ça on a une famille unie. C'est-à-dire que le mariage vient en bout de chaîne. Après les aventures, après les essais de couple, après la vie commune, après des enfants, on va se marier. La fête, la famille, le machin. Donc en fait, la distorsion, elle n'est pas là. La distorsion, c'est que normalement, qu'est-ce que la religion dit? Quelque temps après que tu passes à l'âge adulte et que tu as les moyens sexuels de te reproduire, tu dois te marier. Tu dois avoir effectivement une femme, un mari, pour avoir une sexualité en toute légalité. Mais comme la société dit et a inculqué à tout le monde que c'est quelque chose d'intolérable, et que la normalité, c'est de multiplier les partenaires et de se fixer à 24, 25, 26, 30 ans, une fois qu'on est tombé sur le bon après avoir connu 20, 30 types ou 20, 30 bonnes femmes, eh bien évidemment, quand tu as la restriction de ne pas pouvoir faire ça, et que tu vas avoir le même modèle de fonctionnement, c'est-à-dire te marier à 25, 26, 30 ans, effectivement, tu vas te retrouver avec des distorsions mentales. Pas à cause de la religion, à cause de la société qui a dit que se marier à l'âge où tu en as la capacité physique, ce n'est plus acceptable. Pour des raisons de maturité, pour des raisons économiques, enfin, bon, il y a tout le tralala des excuses. Voilà, vous voyez, c'est des exemples. Alors, quand tu multiplies ça, tu es une minorité religieuse dans une majorité de gens qui ont une autre religion ou pas de religion. Quand tu n'as pas accès à une vie sentimentale, sexuelle normale. Quand tu n'as pas accès facilement au monde du travail et donc à des revenus parce que tu n'as pas assez d'expérience, parce que tu n'as pas assez de diplôme et que donc tu es dans la précarité économique. Quand tu ne peux pas vivre comme les autres gens autour de toi, qui vont en discothèque, qui ont des copines, qui regardent toutes sortes de choses à la télé, qui boivent, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios. Ici, il y a un modus operandi qui est bien connu en Occident, qui est le suivant. Du lundi au vendredi, tu travailles comme un forcené pour payer tes impôts et tes crédits. Le vendredi, samedi, tu t'éclates, tu bois, tu sniffes, tu fumes, tu t'amuses. Puis, tu recommences le lundi. Puis, quand ça va mal dans ta vie, divorce, épreuve, décès, maladie, cancer, dépression, tu prends des médocs. Et donc, tu te retrouves dans une société où, en fait, les valeurs sont travail, distraction, dans lesquelles tu inclus alcool, je sais pas moi, les histoires, aventures intimes, etc. Et puis, tu as les épreuves de la vie. Et la réponse, c'est les médicaments. Antidépresseurs, anti-ceci, anti-cela, je sais pas comment tout ça s'appelle, mais bon, bref, calmants, somnifères et compagnie. Nous sommes les champions du monde en Occident de la consommation de tout ça. Des pilules pour dormir, des pilules pour avoir des érections, des pilules pour ne pas déprimer, des pilules pour être en forme, des pilules pour arrêter telle ou telle drogue, enfin bref, voilà. Ça, c'est le modèle. Et donc, si à un moment donné, tu n'es pas dans ce mode-là, évidemment, tu es en décalage. Mais, de toute façon, ce que j'aborde ici, c'est quelque chose de plus sociétal. C'est pas spécifique aux musulmans, voilà. Donc ça, c'était par exemple, je disais, voilà, les tatouages. Après, on est une société maintenant aussi où, enfin, à l'époque, j'essaye de mettre de l'ordre dans mon esprit. À l'époque, on disait, il y avait des mots comme ça qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Je ne sais plus exactement, mais enfin, on disait, il était logique, par exemple, qu'une femme qui épousait un homme, si cet homme voulait pas d'enfant, elle était malheureuse. Parce qu'elle voulait, comme on disait, elle voulait faire famille. C'est-à-dire une femme avait dans sa nature biologique le désir d'être mère. Et plusieurs fois.
Et c'était considéré comme quelque chose de l'ordre de la torture morale, qu'un homme il dise non, je veux pas d'enfant, je veux que tu sois qu'à moi. Une femme en souffrait, ça pouvait causer des divorces, etc. Parce que dans sa nature profonde, une femme voulait être mère. Aujourd'hui, la maternité est vue comme une maladie. Il faut demander des congés de maternité, on tombe enceinte, on fait des péridurales, on fait des césariennes, on a le baby blues, on demande l'aide de sa mère, on pleure quand on doit changer des couches ou que le petit dort pas la nuit. C'est devenu une souffrance. C'est devenu une souffrance. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus en phase avec notre nature. Nous avons été éduqués pour consommer, pour se distraire, pour être à l'écoute de nos besoins, de nos envies du moment. Et on n'a plus du tout été formés pour écouter notre nature intime, pour se sacrifier et pour se dire le sens de ma vie, c'est préparer la vie d'un être qui va me remplacer, c'est-à-dire mes enfants. C'est ça le but de ma vie. Le but de ma vie, ce n'est pas de rigoler, de jouir, de chercher toujours plus d'émotions à travers l'ivresse, l'alcool, les drogues, le sexe, les aventures, les voyages, je ne sais pas, toutes sortes de distractions. Parce que maintenant, les gens, en fait, ils sont isolés socialement, tous divorcés, célibataires endurcis, et ils sont, pour boucher le trou, évidemment, ils sont dans la course aux distractions. Alors, qu'est-ce que vous entendez? De nouveau, je ne fais pas de distinction religieuse, on entend ça un peu partout. J'ai été en voyage avec des copines, je fais des cours de théâtre, je fais du jogging, je fais du jardinage, j'ai été à une formation d'apiculture, et je fais ci, et je fais ça, et j'apprends le solfège, et on a fait un voyage, on a visité Paris, la Tour Eiffel, bon. C'est-à-dire que les gens sont comme ça, ils disent, voilà, je dois être tout le temps dans la course pour contenter mon âme qui est en fait dans une situation désastreuse. Ma mère est morte, mon père est au bled, je suis divorcé, j'avais 3 enfants, maintenant ils sont grands, ils sont partis de la maison, je suis toute seule face à moi-même, j'ai 55 ans, etc. Et donc, il faut meubler, quoi. Je vais à des expositions, je vais à des concerts, je suis avec des copines, je vais sur Facebook, on rigole. Bon, je vais à des trucs de thalassothérapie, tout ça, quoi. Donc c'est ça la société. C'est-à-dire c'est une société où on a tout cassé, on a tout transformé, on a tout déformé. Et évidemment, arrive au milieu de tout ça, la religion, en plus islamique, qui est vue en fait comme, mais c'est pas possible. Ça aussi, une parenthèse, je sais que je fais des parenthèses dans les parenthèses, désolé. Ça aussi, réfléchissez bien. Quelqu'un qui est dans la vie moderne, enfin, qu'on appelle moderne, si tu viens parler de l'islam et de ses restrictions, de ses permissions, de ses interdictions, il voit, s'il n'a pas la foi, il voit ça comme quelque chose d'insurmontable. D'insurmontable. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tout ce que je viens de citer ici, ça devient compliqué. Je m'explique. Alcool, tu peux pas. Drogue, tu peux pas. Aventure, tu peux pas. Mixité, tu peux pas. Voyager sans mahram, tu peux pas. Comment je vais dire, usure, crédit, entreprise financée par des crédits, tu peux pas. Film dévergondé ou fréquentation de gens pervers, tu peux pas. Éloigne-toi des mauvaises fréquentations. Le croyant est le reflet des gens qu'il fréquente. Si tu es à une table et qu'on se moque de la religion, quitte la table. Bon, enfin bref, pas faire la liste des preuves. Et donc, pour les gens, plus tu dis ne pas manger de la viande, c'était pas sûr qu'elle n'est pas halal, ceci, cela. Fais attention à la composition de ce que tu manges. Bon, tu peux pas t'habiller comme ci, comme ça. Tu peux pas montrer tes cheveux. Bon, vous connaissez la liste. Pour les gens qui sont dans ce qu'on appelle, j'utilise des mots que peut-être vous n'êtes pas familier, donc, mais
J'essaye de traduire, donc on appelle ça les gens qui sont dans l'hédonisme. Bon, il faut aller voir dans Google, je connais même pas moi, je sais ce que ça veut dire, mais je sais pas bien le traduire en mots courts. L'hédonisme, c'est un petit peu comme ça le culte de soi. Mon bonheur, mes désirs, mon développement personnel, euh, je sais pas comment on dit, mon équilibre mental, vous voyez, comme ça, c'est espèce de l'hédonisme, c'est tout tourne autour de moi, de mon bien-être, il faut que rien ne perturbe mon bien-être. Oui, mais tu t'imagines si je me marie un salaud, il va déséquilibrer ma vie. Oui, mais t'imagines si j'ai des enfants, je pourrais plus faire ça, ça, ça. Oui, mais t'imagines si je quitte la ville, je vais dépendre d'une voiture, moi qui suis habitué au RER, au tram, et avoir ma mère qui est pas loin. Bon, c'est-à-dire, ce côté, en fait, je dois me sentir bien. Je dois être tout le temps dans l'épanouissement constant. Je ne dois pas accepter dans ma vie des choses qui vont me restreindre, où je vais devoir me sacrifier, où je vais devoir me freiner, ou qui vont me demander un effort, tu vois. C'est ça. Mais par contre, c'est ça le piège. Je crois l'avoir déjà dit, je sais plus quand. T'as des gens, ils disent, ah, moi, je veux pas d'enfants, c'est trop compliqué, les médecins, les responsabilités, ça prend du temps, ma liberté, etc. Et tu les retrouves quelques années plus tard, avec deux, trois chiens, quatre, cinq chats, ils passent leur vie au vétérinaire et ils claquent tout en médicaments et en opérations. Tu dis, subhanallah, t'as pas voulu d'un être humain pour toutes ces raisons-là et tu les as acceptés pour des animaux. L'humain est étrange. Et de nouveau, on revient au début de mon audio. Je sais que j'ai fait un grand slalom. Je m'en excuse. On revient au début de mon audio. Les gens, ils ont des névroses. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que il faut vraiment comprendre. Il faut vraiment comprendre que oui, donc je disais, ce que j'étais interrompu. Je disais, au final, le but, c'est de vous dire que tout ce que je viens de vous raconter là, la vie en société, la multiculturalité, il faut vivre avec des Occidentaux, des Turcs, des Tchétchènes, des Marocains, des Algériens, des gens du voyage, des Gitans, des riches, des pauvres, des gens du quart-monde. Tout ce beau monde est là, regroupé dans des villes, à se côtoyer avec d'autres schémas de pensée, etc. Tout ça, ça crée des distorsions, ça crée des névroses. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'on a beaucoup de gens névrosés. T'as les féministes enragés, t'as les red pill enragés, t'as les gens, les Zemmour, ceci et trucs, les étrangers, la droite. Puis t'as les gens, les wokistes, oui, mais les transgenres, il faut les comprendre, il faut les soutenir dans leur démarche de coming out. Bon, chacun est là avec ses phobies, avec ses trucs, avec ses névroses, en fait. Et tout ça, ça a la conséquence que les gens, étant ce qu'ils sont, l'être humain, c'est pas une machine, c'est pas un robot, c'est pas un programme informatique. Les gens, en fait, ils ont des déséquilibres mentaux. Ils ont des déséquilibres mentaux, et quand je dis déséquilibres mentaux, comme je l'ai dit au début, ça veut pas toujours dire que tu cries, tu sautes, tu casses tout, tu te trimbales nu dans la rue, ou je ne sais quoi. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. La face cachée, c'est des gens qui ont l'air tout à fait normaux, qui sont musulmans ou non, pratiquants ou non. Évidemment, les gens sont chaque fois étonnés que des musulmans pratiquants peuvent être touchés par ça. Mais c'est pas du tout étonnant, puisqu'ils vivent dans un environnement qui est très similaire. Et en plus, ils ont des restrictions, des interdictions. Les gens sont tout étonnés de constater, de dire, mais comment c'est possible que tel frère, que je vois tout le temps à la mosquée, truc, la barbe, la râpe, comment ça se fait qu'il a fait ça? C'est pas possible, je le reconnais pas. C'est quoi cette sœur hypocrite avec son hijab qui a fait ça? C'est pas possible, c'est incroyable. Tu vois, les gens, ils sont là, ils comprennent pas. Ben, oui, c'est normal. C'est normal parce que les gens, et je pense que c'est que le début, avec ce qui arrive, ça va s'aggraver, le métavers, la nanotechnologie, la robotique, l'intelligence artificielle,
tout ce qui est devant nous là, euh, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on dit qu'en islam, ceux et celles qui à la fin des temps arriveront à s'accrocher à leur religion, et religion ça ne veut pas dire que prier, parce que les gens ils croient que ça veut dire je prie, je sais pas quoi, qui s'accrocheront à leur religion, ça sera comme tenir une braise entre ses mains. Et il faut comprendre la portée de ce hadith de la fin des temps. Ça veut dire que, à la fin des temps, il faut comprendre, parce que les gens ils mélangent tout. La fin des temps, c'est une période. Parce que dès qu'on dit la fin des temps, les gens disent oh, la fin du monde, la fin du monde. Toi, ils ironisent. Non, la fin des temps, c'est une période qui peut s'étaler sur 100 ans, sur, je sais pas, Allahu Alem, mais la période. On voit qu'on est dans cette période. C'est-à-dire, on sature à plein de niveaux, on arrive au bout de plein de concepts. On est dans cette période. Sauf si on est aveugle. Bon, ça je peux rien faire. Donc, on est dans l'époque de la fin des temps. Et dans cette époque, et ça va aller en s'accentuant, pratiquer sa religion, ça sera comme tenir une braise entre ses mains. Ça veut dire que une personne qui va garder des valeurs, une personne qui va garder des processus de fonctionnement islamo-compatibles, les gens qui vont avoir une méthode de pensée islamique, seront de plus en plus confrontés, même dans leur entourage le plus proche, à des gens qui sont en distorsion. À des gens qui sont en distorsion. Vous voulez un exemple de distorsion qui nous concerne, nous les musulmans? Je vais vous en donner un. Tu as beaucoup de gens, ils veulent s'installer ici, en Europe, acheter une maison, parfois à crédit, envoyer leurs enfants à l'école. Vous savez ce que ça veut dire? Les filles, machin, mixité, le voile. Hein. Y rester toute leur vie, payer des impôts, des taxes, parler français, avoir leurs enfants complètement francisés, qui sont avocats, qui travaillent dans des banques, ou je ne sais quoi. Et puis, ils disent, faut prévoir 3-4 000 euros pour aller m'enterrer au bled. Ça, par exemple, c'est devenu banal aujourd'hui. Vous connaissez tous ce genre d'histoire. Eh bien ça, pour moi, c'est une distorsion mentale. Je veux être enterré dans un endroit où je n'ai pas voulu vivre. Où je n'ai pas éduqué mes enfants, où je n'ai pas dépensé mon argent. Donc ça veut dire qu'il y a un désordre mental. Il y a un désordre mental. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est banalisé. Parce que justement, quand quelque chose est banalisé, le tatouage, c'est banalisé. C'est banalisé. Donc les gens disent, ouais, mais c'est la mode. Ouais, mais bon, il ne faut pas avoir un mal. Vous savez, ces phrases-là. Parce que c'est banalisé. Quand quelque chose est banalisé, les gens ne sont plus, étonnés. Quand on dit tel frère, je sais pas, il a apostasié, ou telle sœur, elle a enlevé le voile. Ah ouais, khair, Inch'Allah. Bon, c'est devenu comme ça des choses très légères, très. Où on dit telle sœur, elle fait ça, ou la femme d'un tel, elle fait. Moi, je sais, hein, quand, par exemple, avec l'histoire d'Aïcha Mounir, là, quand il y a certaines personnes à qui j'en parle, oui, mais bon, tu connais pas son cœur, oui, mais bon, elle fait pas de mal, oui, mais bon, peut-être, bon, vous voyez? C'est-à-dire que c'est minimisé, c'est dédramatisé, on met le bon soupçon, à la limite, c'est toi le mauvais, en fait. Ouais, mais qu'est-ce que t'as à parler, t'es jaloux, tu vois? C'est un truc de fou, hein, c'est-à-dire, ça se retourne contre soi, parfois. Ça, c'est le plus incroyable, en fait, que j'ai pu constater. C'est-à-dire que condamner le blâmable, parfois, est devenu que tu deviens le blâmeur à blâmer. Parce qu'on dit, ouais, mais quoi? C'est toi qui as du vice, et qu'est-ce que t'as à regarder, tu vois? C'est ça. Alors que les gens ne savent pas dans quelles conditions. Tu peux avoir quelqu'un qui, ce qui est mon cas, hein, tu peux avoir quelqu'un qui n'espionne pas, qui regarde pas et tout, mais on lui relate l'histoire, où il tombe malencontreusement sur un lien, ou sur une vidéo qui fait une mise en garde ou quoi, et il voit ce qui se passe. C'est vrai que parfois je tombe des nues. Mais bon, les gens, ils ont toujours, tu vois, ce côté, tu dénonces le mal, ben tu es le mal, tu vois. C'est assez étrange aussi, mais bon, ça fait partie des aléas de la vie. Bon, tout ça pour dire, pourquoi je parle de tout ça? Parce que
il faut savoir dans vos rapports humains, vous devez avoir ça à l'esprit. Je suis entouré de gens, parfois musulmans, parfois pas musulmans, parfois très pratiquants, moyennement pratiquants, mais je ne sais pas ce que ça cache en fait. Je ne connais pas la vie de cette personne, je ne connais pas le passé de cette personne, je ne connais pas ses références, je ne connais pas sa mère, son père, ses frères, ses sœurs. Je ne sais pas ce qu'il ou qu'elle a vécu. C'est quoi qui l'a forgé, cette personne? C'est quoi ses références? C'est quoi ses exemples? On ne sait rien. Tu vois un emballage cadeau. Un frère avec une barbe, une femme avec un hijab. Je m'appelle Khadija, je m'appelle Youssef, voilà. Ah, salam alaikum. Tu sais rien. Et après, quand tu découvres des trucs, ah, Youssef, la nuit, il fait ça. Ah, Khadija, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu dis, ah, comment c'est possible? Si tu as à l'esprit que nous sommes dans une époque de distorsion et que les gens ont des névroses, des paradoxes, des schizophrénies, toutes sortes de choses comme ça, tu vas moins être impacté. Tu vas moins être surpris. Comment tel frère, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Moi, on m'a relaté, voilà, récemment. Bon, j'ai pas pu m'empêcher quand même d'être un peu surpris. Puis je me suis dit, ouais, on est dans une époque pas facile. Ce frère a une jeunesse pas facile, ça je le savais. Je connais pas le contexte, je connais pas tous les secrets. Mais voilà, on m'a annoncé, il a quitté sa femme et il est parti vivre avec un travesti. Au début, ça choque. Mais puis, quand on voit l'époque dans laquelle on vit, ben, tu te dis, ouais, finalement, c'est peut-être pour ça qu'il était comme ci, peut-être pour ça qu'il était comme ça, tu commences à comprendre. Mais si on ne comprend pas l'époque dans laquelle on vit, et comment les gens fonctionnent et ce qu'ils endurent, il y a des gens qui endurent des 20 ans, 25 ans, 30 ans de célibat. Imaginez-vous tout ce qui se passe. Imaginez-vous tous les mécanismes qui sont mis en place pour tenir le coup. Ça a des conséquences, tout ça. Hein. C'est comme quand on dit la cocaïne. La cocaïne, t'en prends une fois, 2 fois, 3 fois. Si tu vas faire un scanner des voies nasales et du cerveau de quelqu'un qui a 4, 5, 6 ans de cocaïne derrière lui, c'est pas joli, hein. Il y a des conséquences. C'est amusant, ça te shoot, ça te booste, oui. Et après, il y a la facture. C'est comme ça pour tout. Les gens qui ont comme ça 10, 15, 20 ans de visionnage intense de pornographie, il y aura des conséquences dans leur couple. Il y aura des conséquences sur leurs aptitudes sexuelles. Il y aura des conséquences. Et les gens vont pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je plais pas à mon mari? Qu'est-ce qui se passe? Il est pas normal? Non, il a des séquelles de sa jeunesse. Il a des séquelles de sa jeunesse. Il est dans un dysfonctionnement, une névrose, des phobies, des déséquilibres. Et je dis pas que comprendre, ça excuse. Mais je dis, quand on comprend qu'on vit dans une société déséquilibrée et déséquilibrante, on peut peut-être parfois plus comprendre qu'est-ce qui fait qu'un musulman peut être bizarre, peut avoir des réactions inattendues, peut-être. Alors bon, vous me direz, et vous avez raison, que tout ceci, ce sont des constats. D'ailleurs, micro-parenthèse, j'avais dit moi-même, certaines personnes pourraient dire, c'est vrai, et il y en a qui se le disent, hein, est-ce que comme ça, faire 10-15 ans d'audio sans gagner de l'argent là-dessus, est-ce que c'est normal? Est-ce que le frère, il n'a pas un problème psychologique? C'est possible, c'est possible. C'est possible que j'ai un dysfonctionnement. Peut-être parce que je ne peux pas exprimer mes idées avec des gens autour de moi parce que je suis un petit peu spécial et j'ai tendance à être incompris ou à pas avoir l'occasion de m'expliquer, de m'exprimer ou de débattre, que c'est une sorte d'exutoire. C'est une sorte de moyen pour moi de dire, d'exprimer tout ce que je ne peux pas faire dans la vie réelle. Donc c'est une forme de névrose, oui, c'est une forme de névrose. Personne n'est épargné par les névroses.
Beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes. Moi, j'ai rien, tout va bien. C'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, c'est la société, c'est ceci, c'est les francs-maçons, c'est les satanistes, c'est les gens du LGBT. Oui, oui, d'accord, mais et toi? Tu crois que toi, tu es comme ça, immaculé, impacté par rien, avec tout ce que tu vois, avec tes yeux, avec tout ce que tu entends avec tes oreilles, avec ton mode de vie, avec ton passé, avec ta toxicomanie du passé, avec ta vie dissolue du passé, tout ça, tu crois que tu évacues à la poubelle? Non. Certaines personnes y arrivent, notamment certains illustres personnages de l'islam, qui étaient des anciens voleurs ou des ennemis de l'islam, ou des gens qui ont tué des musulmans et sont devenus de grands musulmans. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens, ils trimballent avec eux leur vie et leur environnement et leur passé. C'est comme ça. Et donc, pour conclure, faut savoir quand vous êtes face à votre mère, à votre père, aux frères à la mosquée, à votre mari, à votre femme, vous avez affaire à des gens qui, majoritairement, et qui ont vraisemblablement des dissonances, des distorsions, des névroses. Chacun dans leur style. Chacun dans leur style. Vous savez, une famille où on a connu la pauvreté, et où ça a été le royaume de la débrouille, et où ça a été la peur de manquer, ça explique certaines névroses. Quand vous voyez des familles, ton diplôme, ton diplôme, ton diplôme, ton bac, ton bac, ton bac, truc, machin, mon fils, il est licencié, doctorant. C'est des névroses, hein, en fait. C'est des névroses. Qui prennent leur source dans les humiliations, le fait d'avoir été en bas de l'échelle sociale dans le passé. Et on veut que notre fils ou que notre fille sorte de là comme la rose sort d'un fumier. Alors on est là, ça devient une espèce de religion. Oui, mais ton master, ton doctorat, truc, tu vois, ça devient une sorte de... T'as même des pays, moi j'ai déjà vu ça, où on encadre à l'entrée de la porte ton diplôme. C'est-à-dire, dès que tu rentres, et les gens se font appeler, tu dis pas Mohamed ou quoi, tu dis professeur Mohamed, docteur Mohamed. J'ai vu ça aussi dans les pays latino-américains pauvres. On dit licenciado, doctor, professeur. Tu vois, c'est comme si on dit pharaon, tu vois. Et les gens sont très fiers. Et ils te disent non, docteur Miguel, pas Miguel, docteur Miguel. Donc tu vois, il y a des gens, ils ont des problèmes mentaux en fait. Des problèmes mentaux qui prennent leur source dans plein de choses. Le fait qu'ils viennent de familles nombreuses, qu'ils ont eu un passé dans la pauvreté, qu'ils ont été abusés sexuellement, qu'ils ont, je sais pas quoi, moi. Les gens, ça trimballe des casseroles. Et dans notre société, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que maintenant, c'est devenu sociétal. Ça veut dire que toutes sortes de choses qui étaient à la marge avant, je l'ai déjà dit dans certains audios, à l'époque de ma grand-mère, ici en Belgique, ça veut dire en 1938, 39, ça fait combien ça? 80 ans? Elle m'a raconté, quand dans une ville, il y avait une femme qui était divorcée, les gens changeaient de trottoir. Les gens changeaient de trottoir. C'était vu comme quelqu'un qui avait une maladie et qui allait te contaminer par sa maladie. C'était vu comme une personne de mauvaise vie, qui n'a pas enduré, qui n'a pas patienté et qui a préféré casser sa famille. C'était très mal vu. À l'époque de ma grand-mère, un homme ne sortait pas de chez lui sans se couvrir. Les gens avaient un chapeau. Et quand ils croisaient une dame, ils levaient leur chapeau. Madame. Voilà. Les femmes découvertes, c'était des femmes qui nettoyaient les escaliers. Comment on appelle ça? Les servantes. Qui, comme elles devaient être un peu libres de leur mouvement, elles ne portaient pas quelque chose sur leur tête. Les femmes du monde, les femmes de la bourgeoisie, les femmes comment on appelle ça, d'un certain rang social, elles avaient des chapeaux, elles étaient couvertes. Jamais une femme d'un certain niveau social ne sortait découverte. Ça n'existe pas à l'époque.
Donc voilà, il y avait des normes, il y avait toutes sortes de choses. Aujourd'hui, quand vous prenez un catalogue de mode, de vêtements, Zalando, Zara et compagnie, la plupart des vêtements que vous allez voir là-dedans, c'est des vêtements que les femmes du bois de Boulogne y portaient dans les bordels, enfin les maisons closes et tout ça, quoi. Aujourd'hui, c'est la norme sociale. Il n'est pas rare de croiser des femmes de 11, 12, 13 ans avec des croppes, avec des trucs, avec des jeans déchirés, avec des décolletés, avec plein de choses, quoi. C'est-à-dire que la société se transforme, les valeurs fluctuent à toute vitesse, mais la nature reste là. La nature reste là. Et chaque fois qu'on n'en tient pas compte, je prends un exemple, encore un. Bon, je vais me dépêcher parce que c'est long. L'homme. L'homme, il a ennui en nature. C'est-à-dire que l'homme, dans sa nature intrinsèque, il a un influx nerveux, il a un instinct de chasseur, il a un instinct de reproducteur, parce qu'il est programmé pour ça. Je l'ai déjà dit souvent, un homme, écoutez bien, un homme, si il ne combat pas, s'il n'a pas un rôle de protecteur, un homme s'il ne produit pas de richesse, donc de sécurité, un homme s'il ne féconde pas une femme, des femmes, il n'a aucune raison d'être dans ce monde. Il est totalement inutile. À la limite, une femme, c'est mieux que lui. Pour plein de raisons. Donc, un homme qui ne combat pas, un homme qui ne produit pas de richesse, et un homme qui ne féconde pas, c'est un homme inutile. Totalement inutile. Et dans le monde d'aujourd'hui, on te dit, on met des hommes dans tout, dans des écoles maternelles, ou les prêtres, je ne sais pas quoi. Et alors on dit à des hommes, en fait, voilà, tu vas garder des petits-enfants, oui, alors ça tient 1, 2, 3, 4 ans, puis à un moment donné, il y a un accident. Pourquoi vous croyez qu'il y a toutes ces histoires de faits divers, là? Ah, tel professeur, tous les jours, moi je vois ça dans les news. Ah, tel professeur a été dénoncé par ses élèves. Suite à une perquisition, on a trouvé 144 000 vidéos pédopornographiques, 20 000 vidéos zoophiles, je sais pas tout quoi. Enfin, c'est banal, hein. De nos jours, c'est quasiment quotidien. En France, en Belgique, ça n'arrête pas, en fait. Il y a des trucs de fou, hein. Ah, 800 000 photos. Il était relié à un réseau de 2300 pédocriminels. Enfin, hallucinant. Mais en fait, c'est quoi? C'est tous des gens qui ont des vies anormales, qui ont des névroses, qui sont mis dans des situations où leur nature ne peut pas s'exprimer. Alors on croit comme ça qu'on peut, à coup de loi, dire, voilà, maintenant, les hommes violents, c'est plus toléré. Le viol, c'est pas toléré. L'harcèlement sexuel, c'est pas toléré. Et on croit comme ça que les gens, dans leur nature biologique, vont suivre le mouvement. Et puis on s'étonne que, les femmes battues, le trafic pornographique sur le net, oui, parce que les gens, en fait, leur nature, ils doivent l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Si on ne le laisse pas s'exprimer dans quelque chose de légal, de propre et de légiféré, ça va s'exprimer autrement. Et souvent dans quelque chose de clandestin, de déviant, de mal, de pervers. Quand on dit que quelqu'un est un pervers et une perverse, c'est quoi en fait? C'est ça, hein. C'est quelqu'un qui a des déviances qui sont devenues sa norme. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu faire vivre sa norme dans la légalité. Un exemple. T'as des hommes, ils sont formés physiquement et psychologiquement pour être des guerriers. Voilà. Ils sont 1m90, ils pèsent 120 kilos, ils ne sont intéressés que par les jeux de Counter-Strike, Call of Duty, on tire, machin, ils regardent du MMA. T'as compris, quoi. C'est des gens, voilà, ils sont pleins de testostérone. Ces gens-là, si tu les mets pas sur un front pour faire la guerre, ou tu les mets pas en ribat pour surveiller des frontières, ou tu les mets pas dans la formation des paracommandos, etc. C'est des gens, en fait, ils vont avoir des vies contre nature, et un jour, il y aura un incident. Ils vont tuer un type dans une bagarre, ils vont frapper leur femme à mort, ils vont dériver, en fait. Pourquoi? Parce que leur nature n'a pas pu s'exprimer dans quelque chose de légal. Et donc, ils développent des névroses.
Et il y a ça en sens inverse. Un intellectuel, quelqu'un qui a des idées, qui est un communicant, tu l'empêches de parler, tu dis qu'il est fou, tu le méprises, il n'existe pas Internet, il peut parler à personne, il est entouré de gens qui parlent que de sujets binaires, simples. Il va finir avec des déviances, parce il peut pas exprimer sa nature. Nous avons des natures, ces natures doivent s'exprimer. Et l'islam, elle est là pour dire, voilà comment votre nature doit s'exprimer en conformité avec ce que Allah il vous dit qui est bon ou mauvais pour vous. Et comme on a cassé tout ça, ben notre nature maintenant devient des natures chaotiques. Et les gens, ils se battent, ils essayent, je parle des musulmans pratiquants. Mais ils doivent faire dans un monde qui va en sens inverse. Et donc ça crée des distorsions. Bon, je m'arrête parce que je n'ai pas envie de vous rendre tous fous. Je m'excuse d'avoir été un peu tordu là pour le coup. Je réalise que c'est peut-être un peu complexe. Mais voilà, bon, c'était mon sujet d'aujourd'hui. J'espère que certains ont suivi. Si c'est pas le cas, peut-être il faut repasser certains passages. Voilà, qu'Allah me pardonne d'avoir été un peu brouillon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.